C'est bon? On y va? Alors, une petite intro comme d'habitude. Ah, vous êtes prêts, les gars, là, dans les starting blocks, c'est beau à voir. Bon, alors, bonjour et bienvenue dans TV Buddies, le podcast petit écran en quadruplex de Koh Samui, de Paris, de Marseille et de Biarritz. Je suis votre hôte, Lord Brett Weber, et mes playboys internationaux sont... Laurent Vachaud. Ah oui, le soir, j'écris Guerre et paix, quelle est belle ma vallée, des choses comme ça. Jeff Domenech, mais on va la refaire. Jeff Domenech, mais vous pouvez m'appeler Majesté. Mais vous pouvez m'appeler Sa Majesté. Ah, on va la refaire alors. Ouais. On a un pense à couper, ça, à chaque fois tu le mets, hein, c'est dégueulasse. Jeff Domenech. C'est pas Romain, c'est moi qui mets à chaque fois. C'est toi le moi qui fais salopard. montage. Dis Romain est une Allez, bonne personne. concentre-toi, fais comme si t'étais avec des pros, vas-y. Jeff Domenech, mais vous pouvez m'appeler Sa Majesté. Et Philippe, aujourd'hui, tous... Et Mais alors, moi, rien. Ah, pardon, Et j'ai alors, oublié assez putain, fort. Putain. Pardon, alors Philippe, excuse-moi, le plus Moi, je me important à barre, toi. hein. Déjà que j'ai la phrase la plus pourrie. Oh non. Oh bah oui. Oh ben alors. Ah, Philippe, oui, c'est oui, bon. oui. Bah non. Attends. Philippe Sedbon, le juge Fulton français. Ça valait le coup. Ah, bah, on dirait Et pas vous aujourd'hui- voir hein, quand même. Et aujourd'hui, tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur Amicalement Vôtre, sans jamais oser le demander. Mais avant tout, un rappel qui a son importance. N'oubliez pas de liker, de partager, de commenter, de follower et de vous abonner partout où vous écoutez et regardez le podcast. À ce propos, n'oubliez surtout pas aussi de liker et de souscrire à la chaîne Abracadapod sur YouTube avec des invités prestigieux et plein de surprises. Et chaque semaine, une nouvelle fantastique vidéo de Romain Lenoff. Et maintenant, Philippe nous pitch la série et l'épisode du jour, comme si nous étions un gros producteur de télé belge une fois, dans un ascenseur entre deux étages. Alors, la série, c'est simple. Ça raconte l'histoire du juge Fulton, qui est un juge anglais à la retraite, sur une chaise roulante. Et puis après, il est plus sur une chaise roulante, mais on ne sait pas trop pourquoi. Et qui monte une escouade de justiciers composée de deux personnes qui sont deux milliardaires, un américain et un anglais, qui n'ont aucun passé militaire, aucune spécificité d'action ni rien. Mais bon, en tout cas, ils montent une espèce de bande pour lutter contre le crime de manière générale, ce qui semble parfaitement justifié et normal. Un justifié dans la ville. Voilà. Mais Mais c'est un concept complètement con, quoi, parce que quand tu réfléchis bien, les mecs, quand on voit le premier épisode, ils ont rien de spécialement. Mais non, Tu c'est te ce que je dis dis. qu'ils sont à même de pouvoir résoudre des enquêtes et tout ça. C'est juste de branleurs qui foutent rien, tu vois, et qui ont plein de thunes et qui savent pas quoi faire pour s'occuper, un peu comme Thomas Crown dans l'affaire Thomas Crown. Sauf ouais, que mais lui, en il fait, est des quand banques, on tu vois. réfléchit, avant que Jeff nous raconte la genèse avec toi, vous allez le faire en duo, un peu comme Sinclair et Wilde. Mais quand tu réfléchis, c'est un peu comme si tu avais deux Bruce Wayne qui s'étaient jamais entraînés aux arts martiaux. Un peu, ouais. C'est-à-dire qu'ils sont simplement deux abrutis. Un qui est né avec une cuillère en or dans la bouche, comme on va le voir, et l'autre qui est un enfant de la balle, qui est street smart. Mais ils sont bons à rien, hein. Vraiment, c'était une Ah idée non, non. incroyablement foireuse de la part de Ils sont, Fulton. ils sont tous les deux assommés au moins une fois par épisode. Ils ne servent à rien. Avec la clé de vin, tu sais, donc. Ouais. Ce que disait Philippe là tout à l'heure pour le juge Fulton, en fait, il se met en fauteuil roulant pour les apitoyer au début, pour qu'ils acceptent. Ah, c'est dingue. Mais donc, alors, la genèse, commençons par le commencement, comme d'habitude. Au départ, Laurent, il y a c'est un petit peu la fin des séries d'espionnage. C'est une des dernières salades. Ça avait commencé avec Danger Man, je crois, au début des années 60. Et c'est la gloire de ITV. C'est les belles années de cette télévision anglaise qui nous donnera également des choses comme chapeau melon et bottes de cuir. Tandis qu'en France, nous avons l'homme du Picardie. Mais là, en fait, c'est moi qui fais la genèse.
Oui, avec Jeff, vous Moi, j'ai allez tout préparé, dire. mais vas-y, Laurent, commence. L'origine de cette série, hein, c'est la droite continuation de la série Le Saint, hein, qui était déjà une série avec Roger Moore, que tout le monde connaît, hein, le personnage des romans de Leslie Charteris, il s'appelait. Et donc, c'était un type qui s'appelait Lou Grade, qui a voulu, après, faire une autre série avec Roger Moore, et il pensait qu'il fallait, parce qu'il voulait conquérir le marché américain, qu'il fallait mettre Roger Moore en tandem avec un acteur américain. Donc, ils ont commencé à envisager un casting. Alors, ils avaient des rôles, ils avaient des personnages assez curieux. C'est-à-dire, ils avaient pensé à Rock Hudson. T'imagines Rock Hudson doublé par Michel Roux. Ça aurait pas été triste. Et c'est Roger Moore qui a trouvé que Rock Hudson était trop dans son style, tu vois, quoi. Donc, il disait qu'il fallait un mec qui était plus différent. Et ils sont Plus arrivés assez homo. vite. Ils sont arrivés assez vite à Tony Curtis et, euh, et ils se sont rencontrés à Los Angeles, Tony Curtis et Roger Moore. Il paraît qu'on avait dit à Roger Moore, faut surtout pas fumer parce que l'autre, il est complètement tu sais, les Californiens branchés santé et tout ça. Mais simplement, ils se sont rendus compte qu'il fumait énormément d'herbe. Tu vois, et que ça a été un problème après quand il est arrivé en Angleterre parce que je crois que le jour où il est arrivé à Heathrow, Tony Curtis, il a été retenu pendant 24 heures en garde à vue parce qu'ils avaient trouvé plein de cam dans sa valise, tu vois. Ah ouais, non, c'était Midnight Express avec Tony Il paraît Curtis, avec Danny Wilde. il fumait sans arrêt. Donc en fait, bon, le doublage de Michel Roux ne reflète peut-être pas ça, mais son côté, il paraît qu'il est explosé en fait pendant tous les épisodes, quoi. C'est-à-dire qu'il est complètement Bah, sous ça rappelle, fumette ça tout le rappelle, long. c'est l'époque aussi. Ça rappelle David Carradine qui a pas fait un seul Kwai Shanken Kung Fu net non plus. C'est Mais ça. avant que tu nous racontes un peu plus la genèse, Jeff, je voudrais qu'on remonte un peu aux origines et que tu nous parles un peu, parce que là, tu es un petit peu plus jeune que nous de quelques mois, Jeff, de quelques heures. Donc, est-ce que tu as vu le sein à la télévision, toi, ou pas? Oui. Alors, en fait, comme disait Laurent, en fait, avant Liu Grade, il y avait le producteur qui s'appelait Robert Baker, ok, qui était Ouais, ami de Roger Moore. Et en 69, donc c'était la sixième saison, ils ont tout arrêté. Et lui, ouais. dans sa tête, il envisage déjà un nouveau concept, une nouvelle série. Et il utilise le sein, justement, pour amorcer cette nouvelle série. Et dans le dernier épisode du sein, il lui Ouais. met un acolyte. Et les bases sont là. Et donc, Simon Templar, il fait équipe avec un millionnaire texan qui avait fait fortune dans le pétrole. Alors, il s'appelle pas Mhm. Danny Wilde dans l'épisode. Il s'appelle Rod Houston, qui est joué par un comédien qui s'appelait Stuart Damon. Et dans Mhm. cet épisode, il y a déjà leur rivalité qui va se transformer en complicité, et en dépit de leur culture et de leur personnalité différentes. Et il a beaucoup de retours positifs. Et donc, Baker, il a énormément d'ambition. Et c'est là qu'il va avoir un grand patron de chaîne télé, Hugh Grade, comme a dit Laurent tout à l'heure. Et c'est un mec, je me suis renseigné sur sa carrière. Il est assez éclectique. Donc, il a produit des séries comme Le Prisonnier, mais il a produit Bergman, Sonate d'automne, Bon baiser d'Athènes, Dark Crystal et Masque avec Cher. Mhm. Wow. Et le gars, il avait déjà vendu le sein dans 60 pays, donc il savait y faire. Et son argument, en fait, c'est que les duos marchaient bien en série. Il y avait des agents très spéciaux, le mystère de l'Ouest, les espions. Et Grade est convaincu. Et donc, il lui donne une simple poignée de main. Baker, il dit, vas-y, fais ce que tu as à faire, sans rien signer. Et Baker va développer la série. Il fait appel au scénariste de Chapeau melon et bottes de cuir, Denis Spooner, qui fera une V1. Et puis, va passer la main à un autre scénariste qui s'appelait Brian Clemens, qui va retravailler la trame. Et surtout le personnage de Danny Wilde, parce qu'en fait, au départ, c'était un Texan, un playboy texan assez bas du front. Et c'est lui qui a l'idée d'amener le juge Fulton. Et de son côté, lui contacte les chaînes télé américaines en vendant la télé sur le nom de Roger Moore, qui était quand même une vedette à l'époque grâce au sein. Et Moore, qui déclinait tous les projets télé suite au sein, parce qu'il en avait marre, évidemment. Et il a décliné amicalement votre départ, parce que ça faisait 6 ans qu'il faisait ça. Et surtout, il était déjà pressenti en 71 pour remplacer Sean Connery sur Les Diamants sont éternels. Ouais. Et, Gred, il va voir Roger Moore, ça c'est Roger Moore qui l'explique dans une interview que j'ai vue. Il va voir Roger Moore et il fait appel à son patriotisme. Il imagine, on va vendre la série dans le monde entier, ça va faire entrer des devises en Angleterre. Pense à nous, pense à la reine. Et bon, il fait que j'en ai un truc de la reine, tu vois, rien à foutre. Et en fait, il va finir par accepter, Roger Moore, mais plus parce que Sean Connery va rempiler pour James Bond. Et surtout, il a un divorce très onéreux à payer. Voilà. Et Ouais. donc, sa seule condition pour faire la série, c'est de faire une seule saison, parce qu'il ne voulait pas être enchaîné comme le sein. Et comme a dit Laurent, il y avait Rock Hudson et aussi Glenn Ford qui avait été envisagé. Mais Glenn Ford Ouais. ne voulait pas quitter les États-Unis et il venait signer pour une série qui s'appelait Sam Cade. Et comme il a dit, ça aurait été beaucoup moins fun d'avoir Rock Hudson ou Glenn Ford dans, dans la série à la place Philippe, de Tony il paraît Curtis. que. Et Attends, Hein? avant que tu poursuives, ouais, je voudrais faire une petite tangente rapide. Il paraît que Glenn Ford était un incroyable connard. C'est vrai, non?
Moi, je l'ai lu dans des biographies d'acteurs, surtout Ernest Borgnine, qui disait le mal de personne, sauf de lui. Il disait que c'était le pire, quoi. Moi, Il voulait même pas en parler. j'ai des potes qui sont allés chez lui à Los Angeles. C'est des chasseurs d'autographes. Ouais. Il était pas bien en point et leur fils, et c'était le fils de Glenn Ford qui l'ouvre. Il me dit, on arrive, on voit les Oscars, tout ça. Et le fils dit un jour, je rentre de l'école à l'improviste et il y avait Marilyn qui se baignait à poil dans la piscine. Ah ouais. T'imagines? Remarque, C'est pas ça nous mal, est ça. tous arrivé. Ça nous est tous arrivé, ça, c'est dit, hein. Marilyn Monroe? Ouais, à Non. part toi. Bon. Ouais, pour terminer avec ça, donc il va voir les producteurs et il leur demande, enfin la chaîne, quel comédien il voudrait. Et dans la liste, donc, il y a Tony Curtis. Et la chance, c'est que Tony Curtis, qui lui aussi refusait les télés, sa carrière était en train de flancher. Ok. Et il le rencontre à Beverly Hills. Curtis est emballé par le concept, il donne son accord de principe. Et le titre au départ s'appelait The Friendly Persuaders. Et ils l'ont changé parce qu'il y avait un film qui s'appelait Friendly Persuasion avec Gary Cooper. Et donc, c'est resté The Persuaders. Et c'est au Festival de Monte-Carlo en février 70 que Baker annonce la vente de la première saison à ABC pour 3 250 000 dollars. Le tournage se termine en juin 71 et la diffusion se fait en septembre. Et en France, un an plus tard, le 3 octobre 72 sur la 2. Laurent, il en est où, Tony Curtis, dans sa carrière à ce moment-là? Oh bon, il en est nulle part. Il fait des films genre avec Bronson et Michel Mercier. Tu sais comment ça s'appelait ce truc-là? Les Les baroudeurs. baroudeurs. Les Les baroudeurs, baroudeurs, ouais. ce genre de J'ai film, une tu vois. anecdote sur ce tournage. Il y a Bronson qui était un vrai connard. Désolé, Philippe, hein. Comme Glenn Michel, Ford. elle était avec Tony Curtis. Curtis était adorable. Très, et elle était assise, Michel Mercier. Curtis lui amène quelque chose à boire, tu vois, sur un plateau. Et elle se Oh, lève, elle va aux toilettes. Michel. Et, et, euh, et comment il s'appelle? Et Bronson lui pique sa place. C'est-à-dire, il pose les pieds sur la chaise de Michel Mercier. C'est bien. Et quand elle revient, elle arrache la chaise. Elle me dit, j'étais à deux doigts de lui mettre une gifle dans la gueule, tout Bronson qu'il était. Ah ouais, il l'aurait mérité, tu parles, ouais. Mais Philippe, donc on a un peu le même problème qu'avec Steve McQueen et Paul Newman dans La Tour Infernale. Personne ne doit avoir le top billing. Ils doivent être effectivement côte à côte au générique, parce que même Mhm. si Tony Curtis est un peu sur l'art descente et que Roger Moore est un acteur quand même très télévision, eh ben ce sont des stars à l'époque et on a cet extraordinaire, on va parler un petit peu de De Palma, cet extraordinaire split screen et ce générique légendaire avec cette musique de John Barry qui fait carrément, c'est aussi important que la musique d'Ennio Morricone dans les films de Ah Sergio ouais. Leone. Laurent, le premier split screen, c'est quand? C'est Dionysus en 69 ou c'est L'étrangleur Le de Boston, premier. justement, Oh, avec tu veux dire Tony le film fait en split screen ou alors pas la entièrement première fait en screen, utilisation mais des... peut-être une des premières fois où on a vu cette technique au cinéma d'une certaine manière. Tu Il me saurais semble que le. c'est pas C'est l'affaire Thomas Crown, non? dans Ah, Ocean peut-être. Eleven, non, avec Sinatra? Peut-être, non? Ah, c'est Ah, ça, je l'ai possible. pas vu. Philippe, qu'est-ce que tu en penses? Moi, je dirais que c'est Thomas Crown, mais Et Ouais. en tout Boston, cas, c'est juste avant l'étrangleur l'étrangleur de Boston. l'étrangleur de Boston, c'est après, non, Thomas Oui, c'est Crown? après le Thomas Crown. Ouais. C'est ça, Après, il y voilà. avait des séries télé qui les utilisaient pour les génériques, les Manix, les machins comme ça, c'était déjà du split screen, non? Mais Ouais, Mission Impossible, d'ailleurs. voilà, mais Où, dans un film, j'avais toujours. Alors, c'est peut-être, par exemple, De Palma, il avait fait ce film là qui s'appelait Dionysus in 69, qui était entièrement fait en split screen là. c'est ça Mais dont je c'est parlais. après 69, tu vois, donc c'est Ouais. 68-69, ouais. Mais Bon. comme a dit Jean tout à l'heure, la carrière de Curtis est en train de flancher. Mhm. D'ailleurs, après Amicalement Vôtre, mis à part le dernier Nabab de Kazan, il n'a rien fait. Enfin, il a fait un film avec Jean Lefebvre et Gérard Jugnot, là, 13 femmes pour Casanova. Le cinéma, c'était terminé. Là où Roger Moore, sa carrière, il ne faisait rien au cinéma. Et après Amicalement Vôtre, évidemment, il a enchaîné avec son rôle de James Bond. Donc, en fait, ça a été la fin de la carrière de Curtis au cinéma et le début de celle de Roger Moore. Bah, Curtis, il avait quand même très mauvaise réputation à cause de la drogue, hein. C'est-à-dire qu'il prenait beaucoup de drogue et il était un peu blacklisté. Et puis il y avait ses films qui n'avaient pas marché, mais il était considéré comme un type un peu drogué quand même, quoi. Incroyable. Pour revenir au générique, que tout le Ouais. monde connaît et qui est un classique, je trouve qu'il y a un truc que j'ai vu 3 épisodes moi, pour le show, pour me remettre dans le bain, parce que j'avoue que j'avais complètement oublié la série. Et, euh, et ce que je trouve incroyable avec ce générique, c'est qu'il est tellement fort, il est tellement marquant, que je trouve qu'après, on a du mal à se remettre dans la série. C'est-à-dire que Ouais. c'est extrêmement décevant après ce qu'on voit.
Tu vois ce que je veux Ouais, tu dire? t'attends à des trucs plus excitants. Mais en même Voilà. temps, ça marchait à l'époque. Aujourd'hui, quand tu revois ça, ça a horriblement vieilli sur tous les plans. Mais moi, je me souviens, j'étais très excité quand j'étais gamin que je regardais ce truc-là. Alors que si tu regardes les intrigues, enfin, c'est quand même n'importe quoi. Tu sens qu'ils font durer pendant, je sais pas combien ça dure Ouais. chaque épisode, mais un argument qui normalement devrait même pas durer 10 minutes, tu vois, quoi. Et Donc c'est très fauché. En plus, c'est extrêmement fauché. Ça repose uniquement c'est sur le charme des fauché. acteurs. Tu sens qu'ils Et s'en Mal foutent, que éclairé. personne n'y Ben, croit. le Fauché, l'oseille, ils l'ont mis sur le salaire des acteurs surtout, hein, c'est parce que ça. Ouais. Mais elle coûtait très cher la série, Jeff, hein. Il y a un ouais. petit truc que personne ne sait. On voit toutes ces photos donc quand ils sont gamins, etc. Et la photo de Roger Moore gamin, c'est pas lui. Ouais, Son C'est la, son la fils. fils. toute première, c'est Ouais. son fils. Son Parce fils. qu'il n'avait pas de photo qui lui convenait. Donc Et il a mis la photo de son fils. qui a eu l'idée de ce générique? Parce que on sait même pas, parce que c'est finalement ce qu'il y a de plus célèbre. C'est quasiment un des C'est plus beaux génériques de séries le télé. Mais, producteur, je pense, il doit avoir une histoire derrière ce générique, qui est un des plus beaux, effectivement, de l'histoire de la télévision. ouais, mais Et j'ai jamais rien lu sur la création de ce générique, parce que souvent les génériques sont créés bien après. moi, il y a un truc que j'aime bien, c'est un mec qui avait mis sur Twitter qu'à chaque fois qu'on a besoin, tu sais, dans les films, il y a toujours un cliché où tu vois des photos de l'acteur qui joue dans le film, enfant, tu sais, dans un Ouais. cadre, etc. Et il y a un mec sur Twitter qui a dit, c'est le moment où la production est obligée d'appeler la maman de l'acteur pour lui demander des photos de Mais l'acteur c'est quand il ça. était enfant. Et elle était Non, incroyablement mais fière tout d'un coup, tu sais. il y a des trucs assez marrants dans ce générique, si tu veux. C'est que tu as, donc les photos de Curtis, je crois, sont authentiques, hein. C'est vraiment des photos Ouais, de lui jeune, il est beau d'ailleurs. alors que Ouais, Moore, il y a vraiment des photos de lui dans d'autres films et des photos de son fils, comme Jeff l'a dit. Mais ouais. alors, vous vous souvenez il y a des extraits de, tu vois, des gosses, enfin, c'est censé être Danny Wilde jeune dans le générique. Tu vois en noir et blanc des photos où tu le vois censé être courir dans une rue du Bronx, tu vois, ou des espèces de petits flashs comme ça. Et en Ouais, fait, c'est des extraits d'un épisode d'Amicalement Vôtre, hein, qui s'appelle, je crois, Un ami d'enfance, qui raconte quand Curtis Oui, recroise c'est un vrai. pote à lui qui était avec lui dans le Bronx et tout ça. Et alors, les flashbacks que tu vois des deux gosses censés être dans la rue du Bronx, en fait, c'est tourné dans les décors de la vie privée de Sherlock Holmes de Billy Wilder, tu vois, qui venait qui se tournait en même temps qu'Amicalement Vôtre. Et en Ah fait, bon. c'est pas du tout une rue de New York, donc c'est une rue de l'Angleterre victorienne. Donc t'imagines quand même comment le Bronx est censé, l'Angleterre victorienne représente une rue du Bronx dans les années 40, quoi. Tu vois, c'est quand même dans les années 30, c'est un peu débile, quoi. Et, euh, et ce qui est rigolo, c'est que tu as donc John Barry qui a créé ce thème inoubliable, hein, avec des synthétiseurs Moog. Enfin, il avait des clavecins, des synthétiseurs Moog. Mais alors, c'est pas lui qui a fait le reste de la musique, hein. C'est-à-dire que chaque fois qu'on entend une autre, enfin, toutes les musiques en dehors du thème principal, c'est un mec qui s'appelle Ken Thorne Ah, et elles sont pas mal d'ailleurs, hein. Je veux elles dire, il y a sont des excellentes, toutes ces musiques interstitielles sont formidables. Je m'en rappelais encore, elles ont vraiment un groove et donnent. Ta-ta-ra-ram, Tam, ta-ta-ra-ram, tam, ta-ta-ra-ram. tararam, tam. Très très Ce que groovy. disait, tu sais ce que disait Laurent tout à l'heure quand il est arrivé à Tom. la douane, Curtis? Tadam, Ouais. tadam. Il le place dans le superbe épisode que Jean nous a fait regarder, Element of Risk. Au début du film, je sais pas si tu vois, il y a cette dame à qui il prend la valise, tout ça, etc. Ouais. Et il lui dit, tu sais, je vous inviterai bien sur le restaurant si bien sûr les douaniers ne vous retiennent pas. Parce que, en fait, il improvisait énormément Tony Curtis. Et en fait, le stagiaire a raconté l'anecdote. C'est un stagiaire qui allait chercher Curtis. Et ce producteur, Baker, connaissant Tony Curtis et son goût pour la marijuana, l'avait appelé à Los Angeles et a dit, surtout, viens sans rien, je te fournirai ce qu'il te faut sur place. OK? Et évidemment, non seulement il avait de la marijuana, mais il avait aussi un flingue dans la valise. Waouh. Ah ouais, d'accord. Et, ouais, et avant de passer la douane, donc le stagiaire, il va le chercher dans l'avion. Et il lui serre la main et il lui file des cachets d'amphétamine qu'il avait dans sa poche, parce qu'il voit que Ouais. ça va mal se passer. Ouais. Et ouais, comme il a dit Laurent, il s'est fait embarquer par le juge, etc. Et en fait, il a dit qu'il buvait beaucoup, qu'il buvait plus, mais comme il était stressé de changer de pays, il avait besoin de marijuana. Et donc, ils ont juste payé 50 livres pour le libérer, et le juge a été cool. Il paraît qu'il était incroyablement désagréable avec tout le monde, Tony Curtis. C'est-à-dire que Ah oui, putain. il s'est assez mal entendu avec Roger Moore. Bon, à l'arrivée, c'est un peu comme Steve McQueen et Yul Brynner. Il y a quand même une espèce de respect mutuel et ils se sont rendus compte qu'ensemble, il y avait une vraie alchimie, comme dans les Sept Mercenaires, si tu veux. Mais ils s'entendent pas du tout. Ils ont pas du tout la même technique de travail sur le plateau. Jeff, tu Ah ouais, trépignes? je C'est pour confirme. toi? Il y a des interviews des techniciens et des réals de l'époque. Ouais. Ils disaient là où Roger Moore
le matin, il arrivait, il disait bonjour à tout le monde, mais vraiment à tout le monde, Ouais, etc. ouais, ouais. Curtis, il arrivait en faisant la gueule. Il se mettait dans sa caravane, il se fumait un pet, ça allait un peu mieux. Mais il aimait bien écraser les gens. Pour lui, c'était dénigrant de faire de la télé. C'est la première fois qu'il en faisait. Il a vraiment fait la série Incroyable. que pour l'oseille, il l'a dit, hein. Ouais, ouais, Et, ouais. euh, et surtout, il remettait tout en cause. C'est-à-dire, le scénario, il demandait de passer par la porte. Il fait, ben non, je vais passer par la fenêtre. Donc, il Mm. échangeait tous les axes de plan, etc. Juste pour s'imposer. Et Ah ouais. euh, et il y a un réal qui explique, il y a une scène. Curtis n'aimait, contrairement à Robert Conrad dont on a parlé l'autre jour, Curtis n'aimait pas les cascadeurs. Il disait, vous faites Mm. un métier de merde, ce que vous faites, je peux le faire. Et il y a un épisode où il doit monter à une gouttière et monter tout en haut d'une usine. Et comme le plan devait être fait d'assez loin, j'avais juste l'amorce de Curtis montant le début de la gouttière. Après, c'était un cascadeur. Ouais. Et à un moment donné, le réal qui est vieux aujourd'hui, hein, témoigne, il dit, je le vois plus, Tony Curtis, et je le vois s'approcher de la gouttière, et je le vois qui commence. Et là, je dis au chef, vas-y, mets la Mm. caméra, enclenche, Ouais, et il ouais. le filme. Et il monte, il fait toute la cascade. Et en Waouh. fait, il a fait ça, persuadé de ne pas être filmé, pour pouvoir Ouais. faire virer le réalisateur en disant, comment ça, je fais la cascade, tu me filmes pas? Et Incroyable. malheureusement pour Tony Curtis, il l'a fait, il a bien fait la cascade. Et le dernier jour de tournage, c'était une tradition pour que les acteurs offrent quelque chose à leur assistant, etc. Là où Roger Moore offrait des Rolex, des voyages, etc., Mm. l'assistant de Tony Curtis explique, il me fait venir dans sa loge, c'est le dernier jour, il me dit, il était à poil, et il me dit, j'ai quelque chose pour toi. Je dis, putain, c'est sympa. Et il me dit, il y avait un vieux carton dans un coin, il sort une bouteille de vin blanc, il me la dédicace, il fait, tiens, c'est pour toi. Je dis, bon, ben, c'est sympa, il m'a acheté une bouteille de vin blanc. Et 3 jours plus tard, j'ai reçu une facture d'un carton de bouteille de vin blanc acheté par Tony Curtis aux frais de la production. Ah ouais, d'accord. Alors, ce qui est rigolo dans une anecdote de l'arrivée de Tony Curtis aussi à Londres, c'est que Roger Moore était censé normalement l'accueillir, était censé venir le voir, et il se trouve qu'il était retenu encore pour un calcul rénal. Je rappelle que ce que Laurent Bouzereau nous avait raconté, Ouais, sur l'espion quand il, qui m'aime. quand il venait sur Au le Moonraker, ouais. set de Moonraker, l'autre n'était pas là parce qu'il avait déjà des calculs rénaux. Du calcul rénal dans la carrière de Roger Moore. Et une autre anecdote, il y avait parce qu'il changeait souvent de réalisateur sur la série, il y avait un jeune réal qui voulait bien faire les choses. Il avait fait des tableaux aimantés avec dessiné chaque scène. Il avait deux petites marionnettes aimantées qui plaçaient, tu sais, des figurines qui plaçaient comme ça. Et Roger Moore arrive, il lui dit voilà, donc le premier plan, ça va être ça. Et sur chaque case, il y avait deux petites marionnettes comme ça aimantées. Mm. Et Roger Moore, va, ouais, ouais. Curtis, il arrive en retard. Il fait, ah, viens, Tony, je t'explique. Et là, Curtis, il prend le tableau, il fout tout par terre. Il fait, je suis un comédien, je suis pas une marionnette. Ah Boum. ouais. Il met l'ambiance, tu vois. Ah ouais, la Et tête de vraiment, ils fou. gardent tous un très mauvais souvenir dans tous les techniciens Et en même temps, Tony c'est vrai Curtis. qu'il amène un charme, il amène quand même un charisme au personnage où on se demande qu'est-ce que c'est que cet étrange Ludion. Parce il fait très vieux quand même, t'as vu, il a 45 ans à l'époque. Mm. Roger en a 43. Roger, t'as vu, il a pris quoi, 15 kilos pendant la série, pendant À un an, cause du là, en buvant du champagne, vrai ouais. champagne, c'est ça, Mm. voilà. Il Ouais. y en a un qui fumait des joints, l'autre qui buvait du champagne. Donc ça devait être quelque chose quand même sur ce plateau de la Oui, il y a un Riviera. truc, il y a un truc qui C'est m'a un peu, surpris. attends, Philippe, avant, c'est un peu la Riviera sans retour, on pourrait dire, quoi. Oui, c'est ça. C'est ça. À toi. Non, je voulais dire qu'en revoyant la série, donc que j'avais pas mal oublié, je pensais après le générique, après tout ça, qu'il allait y avoir un contraste absolument énorme entre les deux. Tu sais, le mec du Bronx, le voyou Mm. du Ouais, Bronx, et ouais. en fait, pas tant que ça. Ils sont tous les deux sur le même registre. En plus des filles en bikini et des voitures de sport, nous regardons les cassettes de nos deux idoles. Pour Ronald, c'est certains l'aiment chaud, les Vikings ou Spartacus. Ils jouent tous les deux un peu fripons comme ça, un peu, tu vois, un peu Tu l'as vu précieux, en tous les VF, deux. tu l'as vu en VF ou tu l'as vu en VO? J'en ai vu un en VF et un autre en VO. C'est pas tout à fait Bon, pareil dans la VO. Mais on va parler de Jeff D'abord, qui va nous parler on m'a beaucoup du dit, doublage. Ouais. que l'apport de Michel Roux était colossal. Oui, il a rajouté des trucs, mais la voix de Curtis, quoique plus grave, est un peu pareil. C'est-à-dire, il joue aussi les boudouilles, ah bah dites donc et tout ça. Il le fait aussi en anglais, hein. Mais c'est Donc, très intéressant ce que tu dis, parce que si on respectait le postulat de départ, qui est d'avoir un tough guy, un type qui arrive, qui est un peu un Mm. badass de la rue de New York, C'est ce que je élevé te dis, ouais. comme ça, face à une espèce de lord Fauntleroy, tu vois, qui sait se battre,
t'aurais deux couleurs. Mais là, effectivement, t'as deux clowns, quoi. T'as une espèce. Ça. Il n'y a pas d'Auguste, il n'y a pas de clown blanc. C'est deux beaux mecs qui sont en même temps deux connards, qui sont physiques, mais pas vraiment. C'est très curieux. Probablement homosexuel, quoi, tu vois. Oui, c'est vraiment. Si je ne m'abuse, Ronald, la tienne a des couilles. Oui, c'est ça. En tout cas, le personnage de Curtis, il fait penser à ça quand même. Il a des maniérismes absolument Ah bah, incroyables, tu vois. dingue. Waouh! Mais moi je suis chaud, moi je suis hot. Moi j'ai envie de niquer, tu comprends ça? De niquer. Bon, un autre jour. Un autre jour, c'est ça, oui, bah je m'en fous. Moi je vais fourrer la commode et puis basta, hein. T'as l'impression que c'est la cage aux folles. Moi, j'ai un épisode, je me souviens, ils prennent leur déjeuner tous les deux ensemble, leur petit déjeuner. T'as l'impression que c'est la biscotte dans la cage aux folles. Mais tu prends des rognons le matin. Oh là là, mais ton Altesse, comment tu peux faire? Comment tu peux manger? Mais Daniel, je te prie que tu. Enfin, j'ai très l'impression que c'est vraiment la cage aux folles, quoi. Et au départ, le personnage de Danny Wilde était aussi habillé en costume 3 pièces. Et il se retrouve sur le plateau. En fait, ils sont habillés de la même façon. Donc, En Curtis a dit plus. non, ça va pas être possible. Non, mais Et je me c'est lui, souviens en fait, c'est lui qui va s'habiller, qui va trouver cette histoire de gants. Les gants, Ouais. ouais. Il va changer de fringue, de blouson entre chaque scène. C'est lui qui sera. Et là Tu où sais, Roger Moore, c'est lui si tu le vois au générique de fin, c'est Roger Moore qui a designé ses propres costumes. Ouais. Non, il C'est pour paraît ça que qu'à c'est la fin, pas il y a vrai, marqué ça. costume by Roger Moore. Il tu paraît sais qu'il a que, juste. les gants de Curtis, c'est pas la première fois qu'il les porte, hein. Dans les baroudeurs, il avait des gants. Et je l'ai revu, moi, après, il présentait une émission sur les acteurs d'Hollywood, etc. Tu le voyais accoudé à une grosse caméra, il présentait les gens, et il avait encore des gants. Donc Ouais. c'est un truc qu'il affectionne, apparemment. Et c'est pas un truc Comme de Michael toxico. Jackson. C'est pas un truc de toxico, Ouais, les mais gants, pour Je sais pas, cacher c'est des possible. marques Jackson, sur c'est les pour pas mains. laisser de traces sur le majeur. Je me souviens d'un épisode aussi où t'as Roger Moore qui qui essaye une espèce de robe d'hermine, tu sais, comme les empereurs ou les rois, tu sais. Et t'as le juge C'est un Fulton qui rentre et t'as une Danny qui est en couronne. train de l'aider à mettre le truc et il lui dit, mais qu'est-ce que vous faites? Et l'autre, il lui prend le bras et il fait, nous allons nous marier. Ce que je veux savoir, c'est est-ce que c'est ça dans le texte anglais aussi ou est-ce que Oui, oui. il délirait et comme la VO, la C'est VF pas de si Scarface changé que ça. improvisait, quoi. Curtis, il Ouais. improvisait beaucoup. Et dans une série où ils sont en bagnole, c'est Brett Sinclair qui conduit. Et il dit, ouais, je conduis. Il fait, parce que la dernière fois qu'on devait aller à Madrid, on s'est retrouvé à Berlin. Et là, Tony Curtis lui dit, Nobody is perfect. Ah oui, oui. Voilà, C'est un clin d'œil à certains M shows. mais c'est vrai que bon, Philippe, à cause de Mission Impossible, le film, enfin la série est un échec en Amérique parce que même si Roger Moore se préparait à faire James Bond, il aurait bien fait une deuxième saison avec Tony Curtis, mais ça marche pas, ça passe Mm. sous le radar en Amérique. C'est un énorme succès en revanche en Europe et en particulier en Allemagne où ça s'appelle Die Zwei, les deux. Et là, il y a deux types qui sont un peu les Michel Roux et enfin locaux, tu vois, je veux dire, qui complètement qui kidnappent, qui volent carrément le script et qui font des impros, qui brisent le quatrième mur. Au moment où Roger Moore est signé pour James Bond, ils font des références à 007, tu vois, etc. Donc c'est le Muppet Show, tu vois, je veux dire, Mm. en servant de Sinclair et de Wilde comme des marionnettes. Et Ouais, on n'a jamais parlé du titre original de Persuaders, qui est ridicule comme titre, ça veut dire les persuasifs. non, c'est bizarre. Les Complètement persuadeurs, con ouais. comme titre. Le titre français était excellent, quoi. Ouais, c'est vrai, pour une fois. Mais les persuadeurs, j'ai même jamais vraiment entendu ça en anglais, des gens parler de persuaders pour dire des dragueurs ou des mecs, tu vois, j'ai jamais vraiment entendu cette expression, donc soit c'est complètement désuet aujourd'hui, je sais pas qui a eu l'idée de Surtout que c'est un drôle de postulat parce qu'il y a eu effectivement dans les années 60 des personnages de Playboy légendaires comme Porfirio Rubirosa ou tu sais ces personnages qui arrivaient et qui draguaient des héritières de Colgate ou je sais pas quoi. On voit ça dans le film avec Michael Caine et Steve Martin Ouais. qui est très drôle, Dirty Mm. Rotten Scoundrel. Bah, donc ça a pas été beaucoup montré. Ça devrait être une série en streaming, je trouve. Mais c'est un drôle Ouais, de c'est vrai. postulat de départ d'en faire des détectives. C'est comme si tu prenais par exemple Elvis et toute sa mafia de garde du corps de Memphis et que s'il les faisait avoir des enquêtes aussi tout d'un coup. Tu sais. Non, mais c'est délirant. C'est que tu imagines un juge qui recruterait Xavier Niel et le prince C'est Harry ça. pour faire des enquêtes, pour suivre des putes sur la Riviera et tout. Mais en fait, Mais comment ils ont pu accepter un truc pareil, quoi. Curtis, il était pas contre faire une deuxième saison, mais comme il n'y avait plus Roger Moore, la prod a voulu chercher un autre acteur, mais
ils n'ont pas trouvé quelqu'un qui avait le même Ils charisme que avaient, Roger ils Moore, avaient donc c'est pensé, passé. ils avaient pensé Et à un dans, mec qui s'appelle ouais, Noel Harrison, qui est le fils de Rex Harrison, oui, et et qui ça est n'a pas le type qui fonctionné. chante la chanson Windmills of Your Mind, tu sais, dans le générique de l'affaire Thomas Crown, quoi. Ah, c'est Ils avaient drôle. pensé à lui pour Brett Sinclair, et il paraît que le producteur a dit non, non, on remplace pas Roger Moore, finalement, on ne fait pas, quoi. Dans les années 90, ils avaient un projet de faire The New Persuaders. Hmm. Ah Et ouais. Curtis devait jouer le rôle du juge Fulton. Et Waouh. c'est leurs deux fils qui allaient jouer les rôles. Et je voulais vous poser une question. Qui vous auriez vu, vous, sur une adaptation cinéma? Moi, Ouais, j'avais pensé à Jude Law pour Jude Law, ouais, Brett ouais, non, Sinclair mais, et non, non, mais c'est Clooney à pas. l'époque. Hein. Clooney et Jude Law, j'aurais Non, non, trouvé, mais moi. je crois que ça a été envisagé à un moment, hein. Quand ils faisaient la mode des séries Ouais. au moment du Fugitif, de Mission Impossible, là, dans les années 90, il y avait eu un projet, et je ne pense pas du tout que ça a été sérieux, mais j'avais entendu parler de George Clooney et de Jude Law, et Ah effectivement, ouais? pour les deux Ça, rôles, je tu sais vois. pas. Mais alors, Non, où vous allez effectivement, vous marrer, moi c'est que. j'ai des infos là-dessus parce que Ah, ils Attends, ont essayé. Ils ont essayé de dans. le développer, mais c'était Ben Stiller qui voulait le faire au départ, et il voulait le Ouais, faire avec Steve Coogan. Et oui, c'est après, il ça voulait aussi. avoir Hugh Grant et George Clooney, ce qui aurait été pas mal non plus C'est aussi. bien ouais. Et ça. moi, j'ai Ça, c'est bien, travaillé ouais. à un moment pour une maison de production dont je tairai le nom pour protéger les innocents, Les films du plat sur pays. une adaptation française Ah d'Amicalement oui, Vôtre ah oui, pour mais moi, je l'ai. Poelvoorde et Édouard Baird. Qui Brièvement. ça, Alors, Edouard attends, Baird? Et Poelvoorde. C'est une absolument. drôle Non, non, d'idée. mais Ouais, moi, j'ai entendu parler, c'était pour M6 dans les années 2000. je Il y crois que avait c'était ça. Edouard Baird, effectivement, qui était considéré pour Lord Sinclair? Sinclair. Et il Ouais, y avait un autre mec qui s'appelait, je sais plus comment, pour Danny Wilde. Mais enfin, ils ont essayé d'en faire une adaptation française. C'est comme il y avait eu Absolutely c'est ça. Fabulous, pour un moment fait en Bah, j'ai français. bossé brièvement dessus avec André Bonzel, qui est un des trois larrons qui a fait C'est arrivé Mhm. près de chez vous. Donc, heureusement, ça n'a jamais vu le jour. Et tu parlais d'oseille, ça coûtait vraiment l'argent. C'était, je crois, 2 millions 500 000 dollars la saison. Ça Ouais. m'a coûté. Tu comprends pas Roger bien Moore pourquoi. avait pris 1 million de livres sterling et Curtis en a jamais su, mais il a pris Et je énormément pense que d'argent. c'est peut-être tu sais, il tournait un moment sur la Côte d'Azur, donc peut-être que c'est ça qui a fait monter le budget à un moment, parce que je vois pas très bien, à part les salaires des acteurs, ce qui pouvait coûter cher là-dedans, quoi. Tu Ah, vois. les hôtels, les locations, tu vois, Oui, les mais c'est à décors. cause de Ouais. la délocalisation à un moment. Sinon, quand c'était tourné à Londres, c'est toujours les mêmes décors de merde où tu vois des trucs Ouais, avec des papiers peints avec la moquette sur rouges, les tu murs. vois. Ouais. C'est toujours. Mais alors, il tournait normalement même les scènes sur la Côte d'Azur, c'est-à-dire dès que tu as un intérieur dans Amicalement Vôtre, c'est toujours tourné en Angleterre. Donc, quand tu connais un peu l'architecture française, tu les vois rentrer dans des hôtels français ou monégasques, et tu vois à l'intérieur, c'est toujours la même déco de merde que tu vois avec les Bah, murs c'était ouais, verts, tu vois. au studio Pinewood. Il leur C'est avait ça, ouais. installé des saunas et des jacuzzis dans les deux loges de Pinewood, hein, parce que Pinewood, ça veut dire la pine en bois, quoi. Pinewood. Bah, moi, je suis très français. Hein. Pinewood. Je savais Pinewood. qu'on me reprendrait. On dirait un juron, tu sais, de pirate. Pine de bois. Mais, mais Il y c'est vrai. a. Ouais, vas-y, Laurent. Non, non, je disais, Jeff, on a commencé aujourd'hui une tradition parce que la dernière fois, je t'avais fustigé d'avoir choisi un épisode des Mystères de l'Ouest qui était pas terrible, en te disant, bon, c'est moi qui choisis le prochain et j'en ai choisi un encore pire que le tien. Ah Donc, oui, là, bravo. Là, bravo, fallait donc, le trouver, celui-là. donc pour le prochain, Philippe, tu vas nous choisir l'homme qui valait 3 milliards pourris. Chacun va, à chaque L'homme du fois. Picardie, c'est mieux, ouais. Ce qui est génial là, c'est que quand même, le truc, c'est le grand blond avec une chaussure noire ou frantique, enfin le mec qui prend Ouais, la mauvaise valise à l'aéroport, mais Hitchcock. il t'en font 50 minutes là-dessus. C'est-à-dire que normalement, ça Ouais, devrait s'arrêter au bout de 10 minutes, tu vois, quand ouais. tu sais pas pourquoi Curtis continue à faire durer le quiproquo aussi longtemps, tu vois, de dire bah oui, je suis là, Max, non, 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 oui, oui. C'est Et là, là, le quand scénar tu sais, il y a la est scène où ils prennent son épouvantable. passeport et ils disent, mais vous êtes Danny Wilde? Et il dit, ah bah oui, j'allais pas utiliser le Max, hein. Mais tu Non, mais sens ce le qui est drôle machin en où plus, c'est que on tire le quiproquo, tu sais. Cette fin sur le tarmac de l'aéroport,
avec le camion citerne. On se croit Ah dans Mad oui. Max 2, tu sais. Il saute sur le camion. Ah ouais, la cascade d'enfer, tu te Non, dis en plus, l'autre, Philippe, t'as vu, en général, quand tu joues deux personnages dans une série, ça arrive souvent, ça c'est un cliché de la série télé et du cinéma. Mais là, il les joue exactement pareil. T'as vu, il n'y a pas Oui, beaucoup c'est de ça. différence entre Lomax et Wild. non, puis t'as Oui. cette scène, Moi, je pense que surré- pour Wild, pour que ça marche, il fallait une brute, tu vois, il fallait un Jason Statham ou un truc comme Bah ça, voilà, avec un exactement. Lord à côté de lui. Mais Exactement. pas deux précieux, ah bah oui, et tout ça, tu vois, c'est pas possible, ça Ah, marche sauf si pas. c'est de lecture crypto-gay, quoi, tu vois. Dans Non, mais la, et dans la la scène boîte sur... de nuit, là. Dans Ah la ouais, boîte la de nuit, scène le sur Trocadéro. le On dirait Trocadéro. dans Eyes Wide Shut, tu sais, avec sa Ah oui. capuche, là. Oui, ah oui, le Ah bah, vous déguisement est voyez, je formidable. suis un Exactement. espion et vous voyez le monsieur Fidelio. là-bas est un espion aussi. L'espèce de blonde complètement con, tu sais. Ça Mais on m'a fait dirait penser presque. un peu à quelques idées du clan des Siciliens. Tu sais, cet avion où il faut piquer des trucs dedans. L'autre pilote qui est alcoolique, donc il peut pas piloter Ouais, c'est l'avion. vrai. C'est Il vrai. y a Ouais, ouais. quelques. Mais on dirait presque une parodie en fait. C'est quasiment de la parodie, tu vois. Oui, oui. C'est vrai Mais que t'as sur vu, les scénarios, ils se Surtout, cassaient pas trop la t'as tête, jamais hein. l'impression qu'ils sont en danger, t'as jamais l'impression qu'il va y avoir des morts. En fait, Rien, non. entre la comédie, le pastiche, la Non, mais BD, enfin, aujourd'hui, c'est à peine regardable pour des gens qui ont pas la nostalgie comme nous. Enfin, t'imagines des jeunes qui voient ça aujourd'hui oui, sans oui. savoir ce que c'est. Ils tiennent pas 10 minutes. Ils se disent, c'est quoi ces conneries, tu vois. Mais nous, on regarde ça. Moi, je me souviens quand même, ça marchait vachement bien sur moi à l'époque. J'avais quoi, une dizaine d'années. J'aurais raté ça pour rien au monde, tu vois. Donc, c'est quand même aussi, ça a quand même 53 ans comme série, tu vois, quoi. Donc, c'est. Mm. Mais il y avait ce mélange d'ironie, enfin ce côté parodique un petit peu, de pastiche, là, c'était pas si courant que ça, en fait, à l'époque, dans les séries, tu vois. Donc, il y avait un côté comédie, on regardait ça pour rigoler, en fait, amicalement. Tu regardais pas ça tellement D'ailleurs, Tony pour le Curtis, sérieux c'est quand même des un, épisodes. Tony Curtis, c'est quand même un grand Auguste. Il a une vis comica, une puissance comique extraordinaire. Mm. Et c'est vrai que Roger Moore se retrouve dans le rôle du clown blanc et que Curtis, il fait des trucs insensés quand même. Parce que il fait jamais peur. T'as vu, il est censé être un caïd de la pègre alors que il est tout le temps ridicule. Et en même temps, il a un côté harlequin, il a un côté presque Jean-Paul. C'est un Ouais, un peu. funambule, quoi. Il y a cette scène autour de la table, là, où il y a les mecs assis Ouais. autour de la. On dirait Jean-Paul dans L'Incorrigible. Voilà, c'est Ouais. ça. Et là, avec ce truc, c'est vrai que ça m'a fait penser à ça. Et Curtis, Mais il raconte Bébel, Oui. il avait souvent des gants aussi, non, des fois, Bébel, je trouve, dans les Ouais, et des films. Ouais, cuivres. ouais, dans Ouais. certains films, il avait c'est des gants de chevreau. Et alors, il y avait pas beaucoup de guests parce qu'il n'y avait qu'une seule saison. Il y avait Terry Thomas qui avait joué, c'est cet Anglais qui avait Ouais, joué la Grande dans Les Grandes Vadrouille. Vadrouilles. Et il y Mm. avait une jeune première, Joan Collins, Mm. qui avait fait qui avait fait. Et Curtis, il a une, il a une scène avec elle. Et alors, l'anecdote est très drôle. Et ça se passe dans une fourgonnette. Et Curtis devait attendre le feu vert de l'assistant pour démarrer, pour descendre vers la caméra. Et il me dit, et il explique dans l'interview, je vois John Collins hyper stressé, etc. Il fait, non, mais vous inquiétez pas, ça va aller. Il fait, vous êtes sûr? Et puis elle prend son petit miroir, elle se regarde, etc. Il fait, oui, vous êtes super, vous inquiétez pas. Mais ma coiffure, ça va, vous êtes sûr? Oui, oui, allez-y. Enfin, non, ça va pas. Il fait, vous voulez que j'appelle le coiffeur? Oui. Donc Curtis baisse la vitre. Coiffeur, coiffeur. Donc, coiffeur qui remonte, qui la recoiffe, tout ça, etc. C'est bon, ça va mieux? Oui, c'est OK, maintenant je suis prête. J'ai le trac, hein. Le maquillage, ça va? Il fait, oui, ça va, c'est parfait, vous êtes sûr? Non, ça va pas. Putain, Curtis, il rebaisse la vitre. Maquilleur! Voilà, maquilleur qui remonte. Et ça commence un peu à le gonfler, Curtis, mais il dit rien, tu vois, il est cool, c'est une comédienne, il va pas gueuler. Et Curtis devait faire le geste à l'assistant pour démarrer la scène. Et là, elle lui dit, attendez, j'ai besoin de me concentrer. Il fait, bon, ok, alors concentrez-vous. Et ok, ok, pas de souci. C'est bon, je suis prête, cool. Et là, d'un coup, elle fait, non, non, je suis pas prête. Et là, il se met à hurler, arrêtez de jouer les connasses et commençons à tourner. Et là, la fille, elle est tétanisée. Elle baisse la vitre. Et elle dit, vous m'avez traité de quoi? C'est bon, rien. Là, elle ouvre la vitre, elle fait, il m'a traité de connasse, j'arrête de tourner. Je me souviens avoir eu des images de la première à Londres de Love Story de Arthur Hiller, tu vois, et tu vois Tony Curtis qui fait partie des invités de la première, et il est quasiment habillé avec les gants, tu sais, t'as l'impression qu'il sort du plateau Il sort du d'habituellement. tournage. Ah oui, ah bah là, bah, je vais voir le film, hein, quoi. C'est surréaliste, t'as l'impression que le mec, il est quasiment sorti du plateau, quoi, tu vois. Ah, c'est extraordinaire, Jean, mais... je voulais te poser une Ouais, question, Jean. Quand Michel oui, Roux a oui, remplacé Claude Brasseur au théâtre, oui. il l'a rencontré, Moi, je l'ai Ouais. vu comme ça, la moi. voix, ça t'a pas fait percuter?
Bah si, c'était quand même un truc légendaire, quoi, tout d'un coup, de Moi, rencontrer moi, des je petits l'ai vu, personnages. j'ai vu le Ouais, dîner de con avec Michel Roux, moi, tu vois, Oh, ouais, au ouais. théâtre. et t'as pas l'impression d'avoir Tony Curtis sur Ah scène? si, total, ça marchait pas du tout. Enfin, je trouvais enfin, pour les gens qui avaient vu Amicalement Vôtre, c'était très, très dérangeant parce que tu t'arrêtais pas d'imaginer Tony Curtis en robe de chambre avec son tour de rein, tu sais, en train de dire, ah. Remarque, c'est un peu le dîner de con, si tu regardes. T'as Danny Wilde, c'est Villeray, et Brett Sinclair, c'est Non, l'ermite. mais tu verrais bien Brett Sinclair avec le tour de rein, tu sais, et puis l'autre qui arrive. Mais t'as vu, Roger Moore, il est quand même habillé comme Austin Powers, j'avais oublié quand même, t'as Ah vu, ouais, avec sa ouais. chemise à jabot et quand il Oui, danse. mais c'était la Il mode. danse. Parce que tu regardes Polanski il y a des photos de Polanski à la première londonienne de Rosemary's Baby, mais il est exactement comme ça, avec le truc en dentelle à jabot. Tu sais, ça devait être un machin dans le swinging London. Non, ouais, Tarantino, il le montre comme ça dans Il était une fois Hollywood. Il y a un côté Prince aussi chez Tony Curtis, on avait vu ça aussi chez James West, Robert Conrad, mais ils Ouais. sont tous les deux habillés un petit peu comme c'est des rockstars, quoi, en fait. Et t'as vu, il est avec des jumelles. Il y a un côté un peu Shining aussi qui est bizarre. T'as vu, Ouais. Et attends, parlons un petit peu de Fulton, parce que Fulton, c'est un étrange mélange de M, de James Bond et de Benny Hill. T'as vu, il a un côté un peu pervers quand même, t'as Ouais. vu? Ouais. Et c'est marrant, c'est un acteur anglais qui a fait une grande carrière à Hollywood, où il jouait toujours les savants, tu sais, il était dans des films genre Quand la marabunta gronde ou Ah ouais, ouais, avec les La fourmis, là. vallée de Guanji, tu sais, que des trucs Tu d'aventure comme parles. ça, où il jouait les explorateurs et les choses comme ça. Moi, en fait, j'ai connu Tony Curtis avec cette série, moi. C'est-à-dire que j'étais trop jeune à Mm. l'époque, j'avais jamais vu certains Lem Show encore, tu vois, ou tous les films qu'il avait pu faire avant. Donc, ça faisait partie, en fait, ces séries-là, des choses que tu voyais, où tu voyais les comédiens pour la première fois, même Roger Moore. Moi, j'avais même pas vu le sein à l'époque, tu vois. Donc, Tony Curtis, moi, quand je parlais plus tard avec des Anglais, je me souviens quand j'allais dans les séjours linguistiques, tu vois, dans les familles anglaises, je parlais de persuadeurs, et eux, ils connaissaient pas, tu vois. Enfin, c'était une série, tu sentais qu'il n'y avait pas du tout marché tellement en Angleterre, et ils connaissaient Tony Curtis pour plein d'autres trucs, mais cette série-là était pas du tout connue en Angleterre. Et alors, les États-Unis, on en parle encore moins. Alors que moi, j'étais persuadé que c'était une des séries les plus populaires dans le monde Ouais, entier, parce que pareil, ça avait une telle pareil. popularité en France. Laurent, toi qui maîtrises le sujet, Kubrick et Curtis, ça s'était passé comment Très, très bien. pour Spartacus? Ouais. Très, très bien, ouais, ouais. Parce qu'ils étaient tous les deux des Juifs du Du Bronx, en fait, Bronx. tu vois. Ouais. Et moi, j'avais même interviewé une fois la femme de Kubrick qui racontait en fait que Tony Curtis c'était un des acteurs avec qui il s'était le mieux entendu et que des fois, bah, je pense que quand il tournait Amicalement Vôtre, il est sûrement allé lui rendre visite parce qu'il paraît qu'ils avaient gardé le contact. Tu vois, ça paraît un peu curieux qu'ils aient pas. Ils se Ça fait un peu ressemblent un curieux peu. d'ailleurs. Quand tu vois les photos d'eux sur le plateau de Spartacus, ils se ressemblent un petit peu, tous les deux, ces deux types qui ont du Ouais. charme. Tu vois, ils ont un côté un peu hustler, magicien. Tu as vu, ils font des tours de cartes sur le plateau. Et ils ont Mhm. effectivement connecté énormément tous les deux. Je me suis demandé d'ailleurs quels étaient les acteurs qui étaient dans les films de Kubrick et dans la série Amicalement Vôtre. Je suis sûr qu'il y en a quelques-uns parce que c'est un petit peu la même époque. Et d'ailleurs, on voit, tu as vu le type qui fait, je sais pas si c'est le vrai Lomax. C'est le mec qui fait le commandant du sous-marin dans L'espion qui Ah oui, m'aimait. oui, non, mais tu vois, moi j'avais repéré dans un épisode d'Amicalement Vôtre qui s'appelle Regrets éternels. Tu sais, c'est une série, un On l'a épisode vu, on où l'a fait il y a, ensemble celui-là. il y a Ouais, un mec qui dégomme toute la famille Sinclair, tu sais. ouais, ouais. Et il y a le coupable, en fait, qui est un cousin de Brett. C'est en fait un gars qui s'appelle. C'est le gars qui joue le parrain dans Le Sicilien de Cimino, qui joue dans L'Arme Fatale 2. Il s'appelle Ah oui, Joss Joss. Ackland. Joss ouais, Joss Ackland. qui Ackland, est voilà, comme mort. ça. Ouais, Ouais. ouais, bien sûr. Et donc, lui, je l'avais repéré. Oui, oui, tu vois plein de comédiens britanniques que tu as pu. Alors, peut-être qu'on voit, je sais pas, Philip Stone, il a jamais joué, tu vois, ça pourrait être le genre, le gars qui Bah joue voilà, c'est ce que je me suis Grady demandé. ou des mecs comme Mais ça. Jeff, il y a un truc qui m'a frappé quand même dans la modernité de la série, parce qu'on dit que ça a pris quand même effectivement un coup, etc. Mais quand on est dans les boîtes de nuit et que tu as, que ce soit Roger Moore ou Tony Curtis qui dansent, vraiment Mm. ça a de la valeur. On est dans Austin Curtis, Powers, il mais on danse. est aussi un petit peu dans Barbie. T'as vu, il y a un côté surréaliste, il y a un côté Ouais. très moderne, très Ouais, branché. t'as côté aussi. Et même, pour montrer un peu un petit clin d'œil à mon ami Georges, au final, ne nous fâchons pas. Tu sais, quand il danse Ouais, dans cette boîte de nuit, qui était ouais, le c'est Happy vrai. Club à l'époque, qui Le a jerk. mis ensemble. Et c'est vrai que c'est, comme tu dis, c'est bien les acteurs qui dansent. C'est ce que tu aimes bien, Jean, hein, quand un acteur Ah, danse. j'adore, moi, j'adore. J'ai noté des J'adore. petits trivia sur certains épisodes. Alors, c'est assez. Dans le premier, justement, ça s'appelait Prise de contact au départ. Ça s'est transformé en Premier contact. Ouais. Et il y a un dialogue qu'on pourrait plus placer aujourd'hui. Je l'ai dit à Laurent tout à l'heure, ça l'a fait marrer. Tu as quand même Roger Moore qui dit avec les femmes et les chiens, le meilleur ami de l'homme est le créole crème.
Et dans l'épisode 2 qui s'appelait Les pièces d'or, il y a un plongeur qui veut tirer sur Danny White sur le tarmac de l'aéroport. Et ils vont le poursuivre. Et il y a Roger Moore qui court. Et il y a un gars dans un hélicoptère qui fait vraiment de la figuration, hein. Et Roger Moore vers lui, il fait barrez-vous, barrez-vous, il y a votre femme qui accouche de 2 jumeaux. Et tu vois le pilote d'hélicoptère qui se barre comme ça. Et le pilote d'hélicoptère, qu'on voit juste le profil, c'est un comédien qui s'appelait Jean-Michel Vincent, qui était le Ah héros de oui. la série Supercopter. Ouais, Et ouais. qu'on voit 30 secondes dans le film, justement dans un hélico. Dans l'épisode 3, Curtis, il fait une impro et il imite Groucho Marx, je ne sais pas si vous vous rappelez. Il rentre dans un salon de coiffure, il se met une moustache, etc., face au juge Fulton et il fait une petite impro parce qu'il était fan de Groucho Marx. Et dans La danseuse, il y a une très belle phrase qui dit Tony Curtis montre qu'il n'aime pas l'Angleterre, dit mes relations avec votre pays se limitent au whisky et au bacon. Et il y a une photo d'un acteur français dans l'épisode 4, Ah bon? Alain Delon. Il y a un Ah, poster dans la Ouais. chambre d'une fille, un poster de Delon. ouais. Et dernière anecdote, il y a dans l'épisode 9, Curtis fait un petit clin d'œil à son nom de famille. Il sort de la douche, le téléphone sonne. Il fait non, il n'y a pas Monsieur Schwartz ici. Et Schwartz, c'était le famille de Tony Mais Curtis. sinon, dans les comédiens un peu connus qu'on peut voir dans la série, il y a notamment Bernard Lee. Hein. Bernard Lee, je crois que c'est lui qui joue M dans James Bond. C'est Hein. ça, ouais, tout à fait. C'est Ça, ça. t'as Yann Hendry qui était le gars qui jouait le petit ami de Catherine Deneuve dans Répulsion. T'as Il y donc a Susan George. Il y a Suzanne Susan George, George, il me la semble. fille, tu sais, Suzanne George, la fille qui se fait violer dans les chiens de paille de Ah, c'est Peckinpah. ça. Ouais. T'as quelques acteurs, je te dis qu'on a. Bon, il n'y a pas énormément il y a Denholm Elliott, tu sais, qui fait le secrétaire d'Indiana Jones dans les Indiana Jones. Mm. T'as la femme de Jeremy Irons, comme un Sinéad Cusack. Voilà, Il y a en Peter gros, Bowles aussi. Peter Bowles. Bon, Thierry Thomas, on l'a déjà cité, mais voilà, John c'est à peu Collins. près les principaux. Il n'y a pas non plus, il y a pas non plus de grandes vedettes parce que je pense que ça coûtait tellement cher, Bah, Tony ils ont Curtis. fait qu'une saison, hein. Peut-être s'ils en avaient fait d'autres, ça aurait Il y en amené a, du il y en monde. a une il y en a une, je me souviens, ce qui est assez marrante, c'est la fameuse Money Penny des James Bond, bah, comment Lois Maxwell, tu sais, Mm. qui joue dans un épisode aussi, quoi. C'est drôle. On parle de leur voiture. Bah oui, Ouais. Ils sont magnifiques, hein, putain. tu parles. L'Aston Martin a été racheté par un avocat récemment, Ah, 533 000 livres. Et c'est une wow. Ferrari, l'autre, c'est ça, hein. L'autre, c'est ouais, une Dino, une Ferrari Dino. À Ouais. l'époque, ils sont allés chercher un Modène, quoi. C'était, C'est drôle, l'avocat des brocolis. Parce que c'est l'avocat des brocolis, non? C'est drôle. il y a que toi pour penser à ça, hein. Et le stagiaire qui est allé chercher Curtis à l'aéroport, euh, tu dois donner ton adresse, tu sais où tu loges, et pour pas être emmerdé, le Ouais. stagiaire a donné sa propre adresse à lui et pas celle de Curtis. Et il me dit, pendant des mois, j'ai reçu des courriers de fans et de jeunes étudiantes qui disaient, Tony, je me touche en fumant de l'herbe en pensant à toi. Putain. Il dit donc, les acteurs ont de l'influence sur les jeunes, donc faut pas qu'ils fassent n'importe quoi. C'est incroyable. Mais c'est vrai qu'on connaissait pas bien cette image de Tony Curtis. C'était un mec qui venait des films de Billy Wilder, qui venait d'un ancien cinéma, et tout d'un coup, il Mm. s'est retrouvé effectivement jeté dans les années érotiques, comme 69, le Flower Power et tout. Et c'était quand même un drôle de personnage, et qui est tombé malheureusement dans la cocaïne, je crois, violemment, et qui a Vous fait des savez films de que plus en plus douteux. Vous savez que Tony Curtis joue enfin plus ou moins dans Rosemary's Baby de Polanski. Il fait une voix au téléphone, tu sais, le fameux comédien qui perd la voix, qui perd la vue, tu sais, quand Ouais, C'est vrai. c'est vrai. Cassavetes essaye de convoiter un rôle et on lui a préféré un mec, et après t'as les Castevets qui jettent un sort sur ce pauvre mec qu'on voit jamais. Mais disons qu'à un moment, Rosemary l'appelle au téléphone, le gars, et c'est en fait Tony Curtis, et elle n'était pas prévenue, parce qu'elle C'est connaissait drôle. très bien Tony Curtis dans la vie, et c'est Polanski qui avait fait exprès pour qu'elle tout d'un coup, elle ait l'air un peu troublée, comme si elle connaissait la voix du mec, tu vois. C'est génial. On le voit Philippe? aussi, Curtis, il y a un petit truc dans Jackie Brown. On le voit Ah Roger oui? Tarantino lui fait un petit hommage, on le voit à la télé. Mais Parce que c'est un Tony grand Curtis, acteur, il Philippe. avait Quand tu joué vois quand même, quand on voit ce qu'il fait dans L'étrangleur de Boston, on se rend compte quand même que c'est un très grand acteur. En plus, sans parler Et de surtout dans Sweet Smell of Success avec Lancaster, Ouais, où il est ouais, incroyable, ouais. Curtis. Il est magnifique. extraordinaire. Ouais. Ouais. Il a fait des tas de nanars après, enfin vraiment dans les années 80. Enfin, je me souviens de trucs pas possibles que j'étais allé voir des fois, mais c'était. Ah bah, je te dis, Euh, le film avec Jean Lefebvre et Junio, c'était quelque chose, hein. Moi, j'avais vu un truc qui s'appelait. Casanova. Ouais, et puis comment oui, le Casanova Co avec Marissa Berenson. C'était où tu vois carrément les figurants avec des montres à bracelet au C'est ça, ouais, début, très tu simple vois. pour Waouh. Casanova, ouais.
Non, sur dans les grands films, c'était le dernier Nabab. Il jouait le rôle d'un acteur qui s'appelait Rodriguez Ouais. dans le film de Kazan. Ouais. Et on parlait du tournage sur la Côte d'Azur. En fait, ils avaient tourné tous les plans, parce que les scénarios étaient écrits, tous les plans de tous les épisodes, et puis après, ils s'étaient barrés au studio Pinewood. Ah Bravo. ouais, bravo. Et j'apprends, hein. Et maintenant que celui qui a encore quelque chose à dire sur Amicalement Vôtre le dise ou qu'il se taise à tout jamais, Oui, dernière petite anecdote. avec La plaisir. série était tournée en 35 millimètres Waouh. et le premier réal s'appelait Basile Derden. Et il Ouais, a bah réalisé ouais. 3 épisodes. Donc, il avait déjà fait un film avec Roger Moore qui s'appelait La Seconde Mort d'Harold Pelham. Son Mais qui est Et pas meilleur il a mal. rôle. fait donc le premier épisode, donc premier Moi, je contact. l'ai vu il y a pas longtemps. La C'est moi qui l'avais danseuse, conseillé. C'est toi qui me l'avais conseillé, ouais, tout à fait. Ouais, ouais. Je l'ai trouvé. Là, C'est je dirais pas. intéressant, hein. Je l'ai trouvé. Mais alors et Jeff, on se demandait ouais, dans une émission précédente, parce que bon, tu as des acteurs et des stars, comme tu le sais mieux que personne, et on se demandait si Roger Moore était un bon acteur ou s'il avait une palette un petit peu plus large qu'on ne lui prête. Effectivement, c'est difficile de le dire. Il y a l'homme qui se hantait lui-même, où il est pas mal, mais aussi j'ai trouvé un truc où il est vraiment bien. C'est dans Les Oies sauvages. Au Oui, il est début, bien, là. il y a une fille qui est sous drogue, tu sais, il est super furieux parce qu'il y a quelqu'un qu'on a tué sous héroïne, un peu genre French Connection 2, tu vois. Et là, tu vois une facette très violente de sa personnalité tout d'un coup. Oh. Ouais, tu vois un Roger Mm. Moore que et t'as pas vu avant, quoi. contrairement à Sean Connery, il n'a pas fait la fin de carrière qu'a fait Sean Connery après James Bond, tu Non. vois. Ouais, C'est ouais. ça, c'est un peu dommage, alors je sais pourquoi. Donc, pour terminer avec cette anecdote, donc ce réal, Basil Derden, avait fait donc le premier épisode, il avait fait La Ouais. danseuse et le coureur de dot. Et il est mort à 60 ans, pendant le tournage du film, pendant le tournage de la série, en mars Ah bon? 71. Ouais, Basil Darden, il se tue accidentellement en voiture. Wow. Et l'histoire ne dit pas si on a retrouvé une bande dans sa voiture, la fameuse bande à Basile. Voilà, c'est tout pour moi. Vous savez que le Oh, ça fils vient de de loin, putain. le fils de Basil Dearden, c'est un mec qui s'appelle James Dearden, et c'est lui qui a écrit le scénario de Fatal Attraction, tu sais, la liaison fatale de Wow. Adrian Lyne, et qui a fait quelques films d'ailleurs, pas très réussis, mais c'est un type qui est donc qui a eu son heure de gloire aussi, quoi. Mais Tu Basil sais, moi, Dearden, j'avais tourné un c'était un truc bon avec Moore. réalisateur. Moi, j'avais vu des vieux films d'horreur des années 60, enfin des trucs, un truc qui s'appelait, je sais plus, un truc dans le métro, je me souviens de Londres. C'était pas mal, c'est pas mal du tout. C'est des mecs qui avaient quand même un peu de style, tu vois. C'était pas juste des yes men. Philippe? Philippe, tu disais, tu as tourné quelque chose Oui, avec j'avais Roger Moore? tourné, moi, 2 semaines avec Roger Moore à Monaco. Incroyable. Bah oui. C'était Ouais. en fait les scènes, uniquement celles de Roger Moore, parce qu'il pouvait tourner que à Monaco. C'est pour des histoires d'impôts. Donc, Il a fait, c'était en une fait, il a espèce fait, de. je t'explique, Jeff, rapidement, il a fait un snuff movies avec Roger Moore. C'est un truc genre Hostel, où il Ouais. torturait un mec. J'ai été témoin de la rencontre entre Jean-Paul Belmondo et Roger Moore. Waouh. On arrive à la Colombe d'Or et Jean-Paul arrive. Roger Moore était assis, il se lève pour saluer Jean-Paul. Ah Je ouais. trouve C'est ça cool. très élégant de sa C'est part, parce que beau. vous voyez que Jean-Paul est handicapé. Oui, Philippe, on t'a pas laissé Philippe, raconter pardon, Philippe. l'anecdote quand même. À Tu as toi. Non, non, collaboré quand même avec Roger Moore. c'est pas une Nous, anecdote en on est fait. des nains à côté. C'est juste que je me demande, parce qu'après, il a vécu tout le reste de sa vie pratiquement à Monaco et sur la Côte d'Azur, Moore. Donc, je me demande il n'avait pas découvert les endroits pendant le tournage de Ah oui, Amicalement c'est Vôtre. possible. Oui, oui. Il n'en est pas reparti, tu vois. Moi, je l'ai vu à Monaco une fois de loin, mais je l'ai jamais rencontré au point de lui parler et tout ça. Mais à Monaco, tu pouvais le voir. Moi, j'allais souvent à Monaco à une époque Hmm. et je le voyais de temps en temps. Bon, il était toujours vers l'hôtel de Paris, là-bas. Je sais pas, il devait peut-être habiter par là, mais c'était quelqu'un que tu voyais régulièrement dans les rues de Monaco à un moment. Ouais, ouais. Et je pense qu'il a découvert l'endroit grâce à la série, c'est C'est pratiquement sûr. possible parce que le premier épisode est tourné Grâce aux impôts aussi, non? à l'hôtel de Paris, quoi. Grâce aux impôts. Probablement. Non, il était très souvent aussi en Suisse, hein, quoi. C'est-à-dire, c'était Crans-Montana, je crois. Il avait une maison à Crans-Montana, la station de ski, quoi. Hmm. Ouais. Bien, merci mes TV Buddies pour ce voyage groovy dans les séries télé qui ont bercé notre enfance et l'âge adulte de Philippe. On se retrouve très vite pour un nouveau podcast Petit Écran. En attendant, n'oubliez pas bien sûr de liker, de partager, de commenter, de follower et de vous abonner partout où vous écoutez et regardez le podcast. À ce propos, n'oubliez surtout pas aussi de liker et de souscrire à la chaîne Abracadapod sur YouTube avec les fantastiques vidéos de Romain Lenoff, son Katia Lazareva. Et maintenant, voici venu l'heure de dire vos noms et vos phrases signatures, la fameuse catchphrase. Alors, Laurent Vachaud, bonjour chez vous.
Jeff Domenech, podcast. Jeff Domenech, podcastement votre. Ouais. Philippe Setbon. My name is Bond. Setbond. Ouh. Et maintenant, dans les mots immortels de mon philosophe de chevet, 50 Cent, I don't know what you heard about me, but a bitch can get $1 out of me. No Cadillac, no perms you can see, that I'm a motherfucking PIMP. C'est magnifique. Eh ben, Et parler de Michael Cimino, il aurait fêté ses 85 ans aujourd'hui. Ah waouh, merci. Ouais. Ah ouais, tu sais, je suis très date, moi. C'est aussi en fait l'anniversaire de la mort de Richie Valens et Buddy Holly. ah ouais. Mort dans C'est l'avion l'avion qui s'est écrasé. C'est qui ça, s'est ouais. écrasé, ouais. Incroyable histoire, ouais. Et de Cassavetes et Ben Gazzara qui sont morts le même jour, tous les deux. Un 3 C'est vrai? février. Chimino, on Ah. m'a raconté quand même que c'était assez sordide. C'est-à-dire, il paraît qu'il est mort et qu'il est resté presque 3 jours dans son lit sans que personne vienne le voir pour voir ce qui se passait, quoi. Tu vois. Oh putain, Ah ouais. ça craint. Je sais pas de quoi, on sait pas de quoi il est mort. Ça a l'air d'être le cœur. Il je sais paraît pas. qu'il était coincé devant les portes du paradis, c'était insupportable, ouais.